Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Charlène qui va nous parler de sa spécialité, les périodes de deuil. J'ai déjà fait un épisode solo sur ma propre expérience, en partie du deuil, mais ici, l'avantage de pouvoir interviewer Charlène, c'est qu'elle est licenciée en psychologie, elle s'est spécialisée en accompagnement et en facilitation de transition, quel que soit le type de deuil, et elle a vécu elle-même deux deuils qui l'ont fortement marquée. Et donc, c'est dans cette optique, pour pouvoir soutenir votre capacité de résilience, que j'ai le grand plaisir d'accueillir Charlène Gaffet. Mon nom est David Germeau, je suis designer de programmes santé, à la fois entraîneur, nutritionniste, spécialiste des sciences du bien-être. Mon objectif est de pouvoir vous permettre d'avoir les ressources nécessaires pour relever les défis du quotidien et venir nourrir cette capacité de résilience. Parce que pour relever les défis du quotidien, qu'ils soient petits, qu'ils soient plus importants, qu'ils soient d'ordre physique, émotionnel, mental, voire spirituel, eh bien, on a besoin d'énergie. Sans cette énergie, c'est très compliqué, c'est un véritable combat. Et donc, j'aimerais, à travers ce podcast, ainsi qu'en parallèle de mes services, eh bien, venir vous donner des stratégies, des histoires inspirantes de personnes qui ont à la fois cette double casquette, donc la casquette personnelle d'un vécu important, mais en parallèle avec leur profession, leur expertise professionnelle pour pouvoir donner du sens, pour pouvoir donner de la force dans leur expérience, dans leur partage. Alors exceptionnellement, je fais une petite parenthèse suite à quelques soucis techniques au niveau de l'image, mais pas au niveau du son, de cette interview. Et j'ai décidé de ne pas monter ou de couper cette partie au montage parce que ça empêcherait justement la réponse complète de Charlène. Donc veuillez m'en excuser. Néanmoins, c'est évidemment un podcast, donc c'est l'audio qui fera toute la différence. Restez attentifs à ce que Charlène nous partage, parce que c'est vraiment très profond et très intéressant à écouter. Et faites fi alors pendant quelques minutes de ce petit problème technique. Donc sans plus attendre, je vous invite à écouter cette nouvelle interview avec Charlène de Holy Atma. Eh bien, bonjour Charlène, comment vas-tu aujourd'hui? Salut David, eh bien, écoute, ça va très bien, je te remercie. Et toi? Ça va bien et je suis très heureux de pouvoir t'avoir parce qu'on va avoir vraiment une conversation très intéressante. Nous allons d'ailleurs avoir un échange puisque on va inverser les rôles à un moment ou à un autre. Pas aujourd'hui, mais dans le futur. Donc, ça me fait très plaisir. Et je voudrais commencer exceptionnellement cette interview en précisant une chose, c'est que nous allons parler d'un sujet qui est tabou. Et nous avons, je voudrais prévenir ceux qui nous écoutent, nous avons préparé cette interview. Nous avons décidé des sujets sur lesquels nous allions échanger. Ce sujet, c'est le deuil. Et donc, vous pourriez peut-être être surpris sur la facilité que Charlène et moi avons de parler d'un sujet qui est tabou, qui peut être très vif encore pour certaines personnes. Mais rassurez-vous, on a discuté de ces sujets ensemble et donc on sait ce sur quoi on va échanger, les sujets, les terrains. Et donc, tout cela, on va le faire avec beaucoup de recul parce qu'on a tous les deux fait un travail. Donc, si vous êtes en ce moment dans un processus de deuil, que c'est difficile, eh bien, sachez qu'on n'est pas insensible au sujet. Ce sont des sujets que nous avons vécus personnellement. Et donc, sachez qu'il est possible justement de passer au-delà de cela. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis très heureux de faire cette interview avec toi, Charlène. C'est qu'on peut donner, grâce à nos échanges, beaucoup d'espoir pour ceux et celles qui pourraient être coincés dans une des étapes. Mais ça, c'est ta spécialité. Et donc, au fur et à mesure de cette interview, on va pouvoir en parler. Alors, est-ce que tu me permets, Charlène, de revenir sur ton histoire, justement, pour que les gens puissent, ceux qui nous écoutent, te découvrir, finalement, apprendre un peu plus à te connaître? Oui, oui, bien sûr, je t'en prie. Alors, on trouve
finalement peu d'infos. Moi, c'est une des parties que j'aime beaucoup quand je prépare une interview, c'est d'aller voir les interviews, les blogs, les articles sur la personne pour vraiment découvrir l'univers de mon invité. Et on trouve finalement peu d'informations sur qui tu étais quand tu étais plus petite. Tu étais en tout cas une amoureuse de la vie, une vagabonde dans l'âme. Avec tes parents, tu as fait la fête, beaucoup de fêtes. Tu avais aussi la passion des bijoux, on en reparlera plus tard. Mais ma première question pour toi, Charlène, serait de savoir quel enfant, quel ado étais-tu? Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais toute petite, ou est-ce que finalement la vie, ben, tu la prenais comme elle arrivait et tu te laissais aller par le flot des événements? Non, non, j'avais des rêves comme beaucoup d'enfants. Enfin, en tout cas, je l'espère et je le souhaite. Je pense que c'est important de vivre avec des rêves. Tu parlais d'ado et d'enfants. Quand tu as dit ado, j'en avais un que j'ai réalisé, mais c'était réellement un rêve. C'était celui de... J'ai toujours dit à mes parents, le premier véhicule que j'aurai, ce sera un fourgon aménagé. J'ai fait un demi-mensonge, j'ai eu une Twingo entre-temps, mais j'ai C'est pas ton réellement eu premier. ce fourgon. Et en fait, ça se relie à ce rêve de plus, là, pour le coup, d'enfant. J'ai cette curiosité, j'aime découvrir les gens, j'aime découvrir le monde, j'aime découvrir les cultures, j'aime découvrir d'autres points de vue. Qu'importe qu'on soit d'accord ou pas, j'ai ce plaisir de l'échange, ce plaisir de la rencontre, juste pour la rencontre en tant que telle. Et si ça match, c'est cool. Si ça match pas, bah c'est pas grave. Ça m'aura aussi appris des choses sur moi-même, sur la personne, sur le relationnel, sur la communication. Et donc, ouais, je dirais que mon rêve, c'était un peu ça aussi en tant que gosse. Bah, aimer, découvrir, échanger, discuter, rencontrer. Je pourrais ajouter à cette liste, mais voilà, ce côté humain, en fait. C'est ça. Donc ça, c'est assez extraordinaire parce que donc toi, tu fais ça dès le départ et on verra dans ton parcours que tu l'as vraiment alimenté et que toute cette expérience et cette joie de vivre, eh bien, tu la mets au service, effectivement, comme on l'a dit en introduction, à un sujet qui reste aujourd'hui tabou. Alors, petit à petit, tu as grandi et en 2011, tu as débuté des études en psychologie avec l'envie de travailler dans le milieu carcéral au départ, parce que tu es quelqu'un qui voulait avoir une action sur ton environnement, sur les gens que tu rencontrais. Suite à un stage qui s'est moins bien passé, tu t'es rendu compte que la posture, et j'aime beaucoup quand tu as parlé de cette posture du psychologue, ne te convenait pas. Et donc, tu as décidé de faire un an de voyage, en tout cas d'une pause au niveau professionnel avec ton compagnon et ta chienne à l'époque. Donc, tu t'es baladé sur les routes du Portugal, de l'Espagne. Tu as probablement eu plein d'images et plein de sensations durant ce voyage. Tu dis dans justement le premier épisode de ton podcast que ça a été une forme de deuil sur l'ancienne Charlène. Est-ce que tu peux partager avec nous qu'est-ce qui t'a réellement fait grandir dans cette expérience par rapport à la version enfant et adolescente dont tu nous as parlé? Parce que, bon, quelqu'un qui n'aurait pas fait cette expérience pourrait se dire, bon, finalement, c'est facile, hein, tu prends ton van, tu te lèves quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce que l'on pourrait réellement apprendre si ce n'est avoir un an de vacances? Ouais, alors ça, c'est la version Instagram, hein. Mais Voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la version Instagram où on voit les portes d'un van ouvert, le petit café et tout. Oui, bien sûr, il y a ce côté-là que j'enlève pas et qui est très appréciable, qui est enfin, très agréable pour moi, qui peut ne pas l'être d'ailleurs pour certaines personnes, mais qui m'a énormément connectée à cet instant présent, à là où j'étais, à mes ressentis aussi, parce que, bah, en fait, on est à la fois nulle part chez soi et partout chez soi. Parce que on l'appelait souvent la maison roulante avec mon conjoint ou le tracteur, ça dépendait parce que c'était vraiment un vieux véhicule. Et en fait, il y a eu beaucoup de notions, notamment sur ce côté plus minimaliste, parce que bah, la première fois qu'on est parti, on l'a tous fait hein, quand on part en vacances, dans la valise, le au cas où, ou le on sait jamais, si je fais tel truc ou telle sortie ou telle activité, que souvent, même si on l'a fait, on met un autre short ou une autre robe ou des autres baskets, on se retrouve avec une valise remplie à 95% et finalement, on en utilise, allez, je vais être gentil et large, mais très large, on en utilise quoi, 50%? Et encore, je suis même pas sûre que ce soit toujours le cas. Et en fait, c'est ce qui s'est passé au départ en fourgon.
on a la moindre petite place était remplie. Il n'y avait aucun espace vide. Par peur de ceci, par peur de ne pas avoir de confort. On ne sait jamais, on aura envie de jouer au badminton. On avait pris, tu sais, les trucs là que tu sors, Oui, tu mets les deux trucs, tu joues au badminton. On avait une tonnelle, on ne sait jamais au cas où il pleut. Ouais, mais en fait, on l'a jamais sorti. Et c'est là alors là, je parle pour moi, je pourrais parler, je pense, pour deux, mais je vais parler en mon nom, où je me suis réellement rendu compte de le toujours plus, le toujours plus qu'on a dans notre société et qu'en fait, toutes ces affaires, on les a quasiment jamais sorties et au c'est ça. contraire, elles ont été un poids pendant tout le voyage parce que du coup, c'était du poids dans le véhicule, c'était de la place en moins, il n'y avait pas de vide. Donc en fait, à un moment, c'est un petit véhicule, hein, même si on tenait debout dedans. Et la place, elle est pas extensible et en fait, ça nous a plus pesé qu'autre chose. Donc, il y avait notamment cette notion de deuil-là sur la consommation, la vision de la vie, ce qu'on projette aussi, parce que je disais la version Instagrammable, oui, c'est super cool, mais toi, quand tu as envie de prendre une douche et que tu es chez toi, tu allumes l'eau, tu ne te poses pas la question. Quand tu as envie de brancher ton téléphone, tu branches ton téléphone, etc. Sauf qu'en camion, quand tu prends ta douche, alors déjà, bon, moi je me lavais dehors, mais prenons, on va dire, le cas plus classique où déjà tu te douches dans ton véhicule. Ton eau, c'est toi qui vas la chercher. Et parfois, nous, on allait la chercher dans les cimetières. Donc en fait, ton eau, tu la portes avec les jerrycans, avec les arrosoirs, à la force de tes bras, sur 10 mètres si tu as la chance de pouvoir te garer à côté, sur 100 mètres, sur 300 mètres, sur 500 mètres. C'est un peu moins funky. Vider les toilettes, c'est pareil, quand tu vas aux toilettes, petite Hmm. ou grosse commission, tu appuies sur un bouton. Bah là, t'appuies pas sur un bouton. Enfin, je veux dire, Ouais, après, il faut le vider, en fait, c'est tout ça. ça. Et il y a tout un quotidien qu'on ne prend pas en considération et il y a une certaine forme de charge mentale. Donc, ça a été vraiment des changements plus internes, hein, des deuils qui ont été plus internes, des morts symboliques en moi sur une certaine notion de la vie, de philosophie de vie et de croyance, en fait, notamment par rapport à ce monde et cette société dans laquelle on est, où il y a cette consommation qui est quand même assez fortement prônée. C'est donc consommation qui finalement facilite notre vie, mais en même temps, tu l'as dit, encombre finalement de Mm. choses qui ne sont pas essentielles, puisque évidemment, si on parle du deuil, on va revenir à ce qui est essentiel. Mais du coup, si tu n'as pas joué au badminton, tu as dû t'ennuyer, Charlène, pas de badminton, pas de sortie comme avant. Qu'est-ce que tu as fait alors à la place du badminton? Pendant ces 10 mois de voyage, en fait, c'était un peu en lien avec ce rêve déjà d'avoir ce véhicule et de découvrir. En fait, on s'est réellement mis au contact de l'instant présent. On avait un petit peu un plan des points de repère de ce qu'on aimait faire, mais on n'avait pas une date précise pour y aller. Ça nous est arrivé de refaire demi-tour pour aller ailleurs, d'arriver dans un endroit où on avait projeté d'aller et finalement de continuer parce qu'on ne s'y sentait pas bien, parce que ça vibrait pas, pour X ou Y raison. Donc, m'écouter déjà beaucoup, profiter, revenir à moi, apprendre à me connaître, apprendre à connaître mon couple, parce que on est partis ensemble en 2014, on s'est mis ensemble en 2013. Ça faisait un an, un peu plus d'un an et demi qu'on était Hmm. ensemble. Enfin, ça reste encore assez frais et assez récent. Et on va dire que la proximité dans un véhicule, quand tu te prends la tête, alors c'est soit il y en a un qui va dehors et qui va se balader, soit en fait tu es dans le même espace. Et Ouais. généralement, quand tu es un petit peu pas en crise, mais quand tu te prends la tête avec quelqu'un, notamment dans ton couple, t'as pas trop envie d'avoir l'autre dans ton champ de vision. Hmm, hmm. Là, t'as pas le T'es choix obligé. en fait. C'est ça, il y a vraiment cette notion de fusion qui m'a appris plein de choses où c'était très beau. C'est ce qui fait aussi une part de notre force aujourd'hui, mais qui était aussi un peu une forme de déséquilibre parce que être tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble, même quand on avait par exemple nos parents, nos amis au téléphone, c'était tout le temps comment vous allez. C'était, mon conjoint s'appelle Aurélien, c'était toujours chat et Aurel. Il y avait plus Charlène toute seule ou Aurélien tout seul, on était un plus un égale un. Hmm. C'était très beau et très bien pendant toute une partie, mais ça a aussi, je vais dire, ses inconvénients ou ses déséquilibres. Ça répond, je pense, aussi à cette notion de deuil, parfois après coup, quand on repose un regard sur certaines expériences qu'on a eues. Donc voilà, profiter de la vie, apprendre à me connaître, apprendre à nous connaître, avec des points positifs et des points un petit peu plus négatifs, mais je pense que, en tout cas, dans ma philosophie, la vie est comme ça. C'est ça. Et vous avez rencontré du monde, j'imagine, pendant ces 10 mois.
Ouais, on a rencontré du monde. Je peux pas dire qu'on ait fait énormément de rencontres, Ok? mais parfois, bon, je suis plus sur cette qualité que sur cette quantité. Et on a rencontré un couple qui habitait pas très loin de chez nous, en réalité, qui habitait dans le nord. C'était assez, bah voilà, assez cocasse. On s'est revus à plusieurs reprises dans le nord. On avait rencontré un monsieur qui nous a fait traverser avec une barque en Algarve au Portugal. Enfin voilà, juste comme ça, juste la gentillesse de l'instant, il avait été pêcher du poisson. C'était la première fois que je goûtais du poulpe grillé comme ça, cuit à l'arrache sur la plage. Enfin, des moments qui pour moi sont vraiment gravés. Et puis souvent, c'est des rencontres de parfois quelques instants, quelques minutes ou C'est quelques ça. heures dans un arrêt, enfin dans une aire de camping-car ou dans une aire extérieure. Enfin, vraiment des moments simples, en fait. J'ai pas forcément retenu tous les prénoms, retenu tous les instants, mais en tout cas, des moments qui, sur l'instant, et même après coup, en tout cas, m'ont nourri C'est ça. sur ces échanges. Ok, donc ça reviendra par après, parce que j'essaye au cours de ces interviews justement de créer ce que je vais appeler maintenant l'équation de la résilience. Et je pense que là, tu viens de mettre un point sur un élément très intéressant par rapport à cette expérience en van pendant 10 mois. Mais on va y revenir. Et du coup, par après, tu t'es rendu compte que ce côté voyage et liberté était vraiment important pour toi. Et vous avez continué pendant 5 ans cette version nomade. Et tu as été pendant ces 5 années à la fois éducatrice, animatrice, dans des colonies de vacances avec des enfants, avec des adultes, parfois avec des adultes ou des enfants avec des handicaps. Donc évidemment, là, cette expérience que tu as découverte sur toi-même, mais tu as pu la mettre au service de l'autre et de pouvoir justement être beaucoup plus vrai dans tes relations. Enfin, c'est un petit raccourci que je fais, hein. Chacun Mais va le, ça a va, du va, sens. va le vivre. Et alors, ce qui a réellement basculé ton quotidien, c'est en mai 2019, ton papa s'est donné la mort. Et c'est pour ça que je voulais prévenir justement notre audience de la manière dont on peut parler d'événements aussi intenses, parce que le deuil fait partie de notre société, mais est encore tabou, même dans un deuil, je dirais, d'une personne d'un certain âge qui a fait sa vie. Ça reste un événement que certains vont porté comme une croix pendant des années. J'ai eu Ouais. des clients ou des clientes qui m'ont dit avoir fait ou ne pas encore avoir fait le deuil de leur maman ou de leur papa 10, 15 ans plus tard. Ici, c'est quelque chose qui t'arrive très tôt, de manière très brutale. Ton papa avait cette problématique, ce challenge personnel de l'alcoolisme mondain. Et donc, face à cette impuissance que l'on peut ressentir dans une telle situation, tu t'es remise en question, tu as décidé de faire autre chose et de joindre la passion que tu avais avec ton papa, qui était la bijouterie. Tu as créé Tribu Bohème, que j'ai été voir d'ailleurs sur Instagram. C'est très très joli. Il y avait vraiment beaucoup on sent cette fragilité, cette force à la fois dans ce que tu faisais. J'ai vraiment aimé aller voir ça, qui n'existe plus parce que tu as été, comme tu le dis dans une interview, dans ton premier podcast, tu as été ta pire boss. Ouais, Ça aussi, par rapport à toute cette partie bohème dans le van sur les côtes portugaises. Là, c'était autre chose comme voyage. Et, c'est ça. euh, et tu t'es auto-burnouté, c'est comme ça que tu le dis. Euh, alors, et à ce moment-là, tu te remets un peu en question suite à cette expérience en tant qu'entrepreneur. Tu as un déclic, tu te dis, OK, c'est très bien de profiter de la vie, c'est très bien de se lancer dans des passions, mais j'ai envie de donner un peu plus de sens à ma vie. Euh, Laisser une pierre à ton édifice et tu te lances dans le coaching. Donc, je le répète, tu étais psychologue à la base, tu n'as pas aimé cette posture de psychologue. Qu'est-ce que tu as trouvé dans les outils de coaching que tu ne trouvais pas en psychologie et qu'est-ce que ça aurait pu t'apporter dans ce deuil d'avoir ta version aujourd'hui en tant que coach? Hmm.
Alors, je suis pas psychologue, petite précision, parce que c'est important. J'ai la licence de psy, mais qui ne diplôme pas pour être psychologue. Il faut un master, en tout cas en France. Je suis pas Ok. calée sur toutes les licences de psycho ou master de psycho à l'étranger. Mais en tout cas, voilà, en France, il faut vraiment 5 ans que je n'ai pas, que je pourrais terminer éventuellement. C'est Et en ça. fait, c'est vrai que je me suis, même étant plus jeune, quand tu parlais justement de ce stage qui n'a pas eu lieu et qui m'a aussi détachée, en fait, et mis un peu en résistance et aussi en rébellion parce que ça fait partie de ma personnalité contre ce système de manière globale et j'avais pas forcément envie de me battre pour. Et je dis souvent que je ne serais pas une bonne psy et je serais une psy frustrée. Et qu'il y a des gens qui font ça très très bien et à Exactement. qui je préfère laisser ce métier et ce Tout travail. à Donc fait. c'est vraiment pas de dire que la psychologie est mauvaise, loin de là, la On est psychologie bien est bonne d'accord. pour plein de personnes et elle est surtout en fait la notion qu'il y a derrière c'est que si la psy vous parle c'est super, si la psy vous parle pas bah il y a plein d'autres formes et parfois on peut avoir la psy et du coaching et de la thérapie et des méthodes alternatives. En fait, c'est vraiment encourager chacun et chacune à trouver son outil. Et en tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai fonctionné. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes propres outils aussi. Et donc, du coup, ta question, c'était de savoir finalement comment la personne que je suis aujourd'hui aurait pu aider celle que j'étais quand mon papa est parti. C'est ça, oui. Et effectivement, dans cette posture du psychologue, et tu fais très bien de le préciser, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent. Et je pense que dans le paysage du bien-être, on a besoin d'experts comme le médecin, comme le psychologue, mais qu'en parallèle, l'accompagnement est vraiment important. Je sais que pour toi, le lien est très important, l'écoute est très importante. Alors, encore une fois, je ne dis pas que le psychologue ou le médecin ne peuvent pas créer du lien, mais c'est différent. Et selon C'est ce ça. dont on a besoin, effectivement, c'est très complémentaire. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'approche intégrative, et je pense que c'est vraiment l'avenir. Et donc, je voudrais avoir ton avis, toi, en tant que jeune femme pas à 19 ans, mais en 2019, qui vit un deuil, et la jeune femme aujourd'hui qui accompagne les personnes en deuil, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui répond à tes attentes? Qu'est-ce qui répond à mes attentes? En fait, tu sais quoi, je crois qu'en réalité, il n'y a pas réellement de différence entre la personne. Alors, sur des points, oui, bien sûr, hein, attention, on est bien sûr différent de celle que. Enfin, je suis bien sûr différente de celle que j'étais il y a 5 ans. Je dirais que la différence, elle est dans le fait que avant c'était intérieur et c'était juste propre à moi et que j'en parlais pas ou j'en parlais peu parce que justement ces sujets sur le deuil et la mort sont tabous. La différence, c'est que depuis 5 ans, j'en parle. Mais en fait, j'en parle, j'ai plus d'outils, forcément, parce que je me suis formée aussi sur ces sujets. Mais la personne que j'étais en 2019, et c'est ce qui au départ m'a surprise moi-même, j'étais surprise de mes propres agissements et de mes propres comportements, parce que justement, quand mon père est décédé, oui, j'avais de la tristesse, oui, j'aurais préféré qu'il soit là, enfin, bien entendu, tous ces points-là, et j'ai encore de la tristesse aujourd'hui, mais je l'ai vécu avec une certaine sérénité, au point que mon papa est décédé un 13 mai. J'habitais pas dans le nord de la France, j'habitais dans le sud-ouest. Il a fallu que je remonte. Je suis remontée 24 heures, 36 heures après. Quand je suis arrivée à la gare Lille-Flandre, je me vois encore sortir du train avec mon conjoint et ma chienne et voir ma mère et dire à ma mère, maintenant, je veux qu'on rigole et pas par manque de respect envers mon père, mais loin, loin de là, pas par manque de respect envers elle, mais parce que c'est réellement ce que mon cœur pensait et ce que mon cœur sentait. C'est les mots, le même type de mots, cette même philosophie que j'ai eue quand on a fait le repas, le petit verre justement après la cérémonie. Et en fait, je voyais la réaction des gens qui me disaient, c'est pas t'es folle, mais t'es sûr que ça va parce C'est que ça. ton père, il est mort quand même, hein, et ton père s'est suicidé. Oui, oui, je le sais. Et je le savais et je le sais Oui, toujours. ce n'était pas du Et déni. voilà, c'est ça. C'était pas du déni, mais on m'a quand même mis en doute. Et c'était très bien comme ça. Et en fait, j'ai eu ce doute de me dire, ben, peut-être qu'ils ont raison, peut-être même que je fais un déni du déni. Et dans ce cas-là, c'est peut-être vraiment profond. Bon, ça me coûte rien d'aller voir quelqu'un. Au pire des cas, il se passe rien et puis au bout de quelques séances, j'arrête et puis c'est très bien comme ça. Et j'ai été voir une psy sur Hendaye. J'ai fait 3 séances exactement. Et au bout de la troisième séance, truc traditionnel, hein, bon bah voilà, on refixe un rendez-vous. Et je la regardais avec un grand sourire. Je la vois encore en face de moi et je lui dis, ben, je sais pas, vous pouvez me ramener mon père? Et elle m'a dit, bah non, vous savez bien que non. Et je lui dis, bah mais c'est bien ça le non-problème, c'est que
Je sais que vous pouvez pas me le ramener et je sais ce que j'ai envie de faire pour continuer à garder ce lien avec lui et pour, comme je le dis très souvent dans mes épisodes, transformer le lien d'attachement à mon père. Donc à partir de là, bah, je vous aime beaucoup. Je remets loin de là pas du tout votre travail en question, mais je fais 60 heures semaine en restauration. Clairement, je vous avoue qu'une heure de mon temps, c'est précieux. Et donc du coup, bah, si je peux m'éviter de venir si j'en ai pas forcément le Pas besoin ou besoin. la nécessité, bah, je peux m'en passer. Et en fait, elle m'a regardé avec un sourire en me disant, en réalité, vous n'aviez pas forcément besoin de venir. Vous avez bien fait, c'est un acquis de conscience en fait. Et en fait, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin comme ça, mais en réalité, c'était, allez, je dirais j'ai plus les dates exactes, mais un mois et demi maximum après le décès Mhm. de mon père, ce qui en soi pourrait paraître très frais si on Mhm. regarde les études, les chiffres, les normes, les non-normes. Et c'est aussi le message que je défends sur mon podcast. C'est cette notion où chaque deuil est unique. C'est Donc, si ça. vous vous mettez 2 semaines, 2 mois, 2 ans, 20 ans pour vous relever et pour vous reconstruire d'un deuil, bah, en fait, c'est OK. Parce que chaque deuil est unique et qu'il n'y a pas une durée qui est bonne ou une durée qui est pas bonne. Il y a votre chemin de deuil et c'est en réalité le plus important pour moi. Tout à fait. Et Je sais est-ce que pas si tu... ça répond totalement à ta question ou pas. Tout à fait, parce Ouais, que ok. on sent le travail et la profondeur de ce que tu as fait toi dans ce processus. Le fait d'avoir été voir une psychologue, oui, peut-être une acquis de conscience, mais aussi peut-être un garde-fou, parce qu'effectivement, Ouais, pour l'avoir vécu dans d'autres circonstances, c'est vrai qu'on peut avoir des réactions surprenantes pour l'environnement lorsqu'en amont, il y a déjà un travail personnel. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur ton premier deuil ou ta première expérience personnelle en van, pour l'avoir aussi vécu avec mon épouse pendant 3 mois et demi au Pérou dans une ONG, se retrouver 24 heures sur 24 avec quelqu'un qu'on ne connaît pas énormément. Et là, effectivement, se retrouver à des milliers de kilomètres de la maison et de se dire si, bon, si on décide de se quitter là, c'est un peu compliqué. Donc, il y a c'est des sûr. efforts à faire, il y a des concessions, mais comme tu l'as très bien dit, c'est un voyage interne qui peut-être nous prépare à un événement qui aurait été plus compliqué à vivre si on ne s'était pas connu avec autant de profondeur, c'est jamais terminé, je pense, mais Ouais, autant d'ouverture. Et je ouais, suis très carrément. content de t'entendre parler de cette manière-là parce que je pense que ça peut vraiment donner énormément d'espoir et de confiance à ceux qui le vivent aujourd'hui. Tout à fait. Et tu sais, dans ce que tu dis, justement, tu parles on va dire, ce premier deuil, un peu cette notion plus symbolique par rapport au voyage en van. Je dirais même que sur ce deuil-là spécifique du décès de mon papa, il y avait eu aussi tout un travail. Tu l'as très justement dit, mon papa était dans l'alcoolisme mondain. Je dis très souvent, et je crois qu'on en avait parlé en off ensemble, l'alcool mondain, quand tout va bien, tout va bien. L'alcool mondain, quand rien ne va plus, bah rien ne va plus, justement. Mm. Et c'est plus un alcool mondain, ça devient un alcool pansement, et qui, encore une fois, selon le chemin de chacun, la personnalité, il y a bien sûr des choses qui sont propres à chacun, mais en tout cas, peut aller vers un alcool qui devient quotidien. Ce qui a été aussi clairement le chemin de mon papa. Tu parlais d'impuissance tout à l'heure. C'est quelque chose que j'ai énormément travaillé, qui pendant des années, en fait, ça a été mis sur mon chemin. En plus de ça, j'étais à distance. C'était déjà le cas quand j'étais en camion, en fait, en 2014. Donc, il y avait aussi... je pourrais rajouter ça aux réponses que j'ai données tout à l'heure quand tu me disais qu'est-ce que ça t'a appris ce voyage, ben, cette notion de détachement. Alors, ça ne veut pas dire ne plus être en lien, se détacher. Pour moi, le détachement, il est plus dans le regard qu'on va poser sur les choses. Et ce voyage, il m'a aussi appris à me dire que, ben, en fait, la vie de mes parents ou la vie de quelqu'un d'autre, c'est la vie de mes parents ou c'est la vie de Mm. quelqu'un d'autre. C'est pas ma vie. Et en fait, sur cette notion de responsabilité, de pouvoir, avec un côté, de l'autre côté, l'impuissance, j'ai réitéré un peu ce type d'expérience quand je suis partie en Inde et où mon papa avait eu des accidents de la route, etc. Donc, bloqué à l'autre bout du monde. En plus, je suis fille unique, donc, et on a une très petite famille. Enfin, voilà, cette notion de responsabilité de ce que moi je pouvais porter, mais en réalité de ce qui était légitime ou pas à porter. Donc, en fait, il y a eu tout ce travail aussi en amont. Il y a eu cette forme de, je vais le dire avec des grands guillemets, mais cette forme
de préparation. Je pense qu'au Mm, fond de moi, depuis que mon papa était parti sur ces thématiques-là, j'ai toujours ressenti, je vais pas dire savoir parce que ce serait pas correct et pas respectueux, mais j'ai toujours ressenti que je verrais pas mon père vieillir et que mon père ne me verrait pas forcément vieillir non plus parce que grandir, il m'a vu, il est parti, j'avais 25 ans, mais que voilà, c'est pas mm, lui qui serait là dans le futur, j'aurais pas mon papa papy, quoi. C'est pas quelque mm. chose que je verrais. Et je pense que je m'étais faite aussi à cette idée. Alors après, est-ce que ça a joué ou pas dans le processus de deuil? Par rapport à mon père, j'aurais tendance à dire que oui. Est-ce que mon expérience peut être valable pour d'autres? Oui. Est-ce qu'elle est valable pour vous? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Mais voilà, c'est vraiment préciser que c'est... En fait, il y a plein de petites graines, plein de petits éléments Oui. qui sont à prendre en compte dans le deuil. Et pas juste le décès de la personne. Et juste avec des guillemets, il n'y a vraiment pas de manque de respect, de dénigrer l'expérience de deuil, loin de là. C'est qu'en fait, elle nous invite à quelque chose de beaucoup plus global. Tout à fait, et de pouvoir, c'est vraiment important ce que tu dis, de pouvoir garder un lien fort sans être un lien de dépendance. Et effectivement, Exact. voir ton papa ben, s'autodétruire, c'était déjà probablement une sensation d'impuissance, mais en même temps, et c'est pour ça que je trouve ton témoignage vraiment important, même si tu n'es pas psychologue, mais que tu es licencié en psychologie, ben, tu as quand même étudié et réussi toutes les étapes pour comprendre le fonctionnement humain. Tu l'as vécu toi-même. Et cette capacité à avoir un lien fort avec ton papa, mais sans se sentir happé par cette relation qui est difficile, pouvoir... Alors c'est compliqué effectivement parce que j'ai perdu mes parents aussi relativement jeunes et ce sentiment d'impuissance est compliqué, mais se dire que, comme tu l'as très bien dit, voilà, j'ai ma vie, il m'a donné un maximum, il a la sienne, je resterai fidèle à, je dirais, son amour, mais ce n'est pas pour ça que je vais, alors comment expliquer ça, c'est euh, continuellement stressé et culpabilisé parce que je ne peux pas le sauver. On n'est pas là pour sauver les gens. Et dans la relation, que ce soit le psychologue ou le coach, personne n'est là pour sauver l'autre. C'est justement un danger Oui, qui est très fréquent hein, dans ce triangle du sauveur ou de la victime. Mais, euh, mais quand on le vit, ça facilite énormément les choses. Et encore une fois, comme tu l'as très bien dit, c'est pas une fuite. Ça ne diminue pas la relation, que du contraire, que l'on peut avoir avec un parent ou avec quelqu'un de son entourage. Et du coup, Charlène, si tu devais un peu expliquer dans les grandes lignes, hein, le processus de deuil au sens large, parce que toi, tu t'occupes des personnes qui vivent un deuil. Tu l'as oui, spécialisé, je dirais, en 2022 lorsque tu as perdu ta chienne, qui était vraiment quelqu'un de très proche. C'est paradoxal parce que j'ai eu aussi un chien pendant 14 ans et ça a été aussi une étape importante. Et pour ceux qui n'ont jamais eu d'animal de compagnie, c'est très compliqué à comprendre que l'on peut s'attacher autant à un animal de compagnie, mais ils sont vraiment là avec tellement d'amour et tellement de spontanéité et ils sont tellement une bouffée d'oxygène quand c'est difficile que quand ils ne sont plus là, on les croit immortels, mais ils vivent ouais. beaucoup plus intensément que nous et donc fatalement moins longtemps que nous. Donc comment est-ce que tu peux, avec l'expérience que tu as, expliquer de manière très simple les processus de deuil, Mm. qu'ils soient, comme tu le dis en interview, parce qu'on doit changer de boulot, parce qu'on doit sortir d'un burn-out ou d'une idée qu'on s'était faite d'un projet, ou dans ce cas-ci, effectivement, de deuil de personnes très chères. Ouais. Bah, merci de me donner cette occasion de le dire, même si j'en parle dans mon podcast, de voilà, pouvoir toucher d'autres personnes avec cette vision-là. Et c'est important pour moi de préciser que si ma vision des choses ne fait pas écho chez l'un ou l'une d'entre vous, c'est tout à fait OK. Je parlais tout à l'heure en disant il y a la psy, il y a plein d'autres méthodes alternatives. Ben, il y a ma vision, il y a plein d'autres visions alternatives ou des références sur le sujet, vous pouvez en trouver. Mais en fait, moi, j'aime dire tout simplement que tout deuil est un changement et que tout changement est un deuil. Tu parlais justement ben, du décès d'un proche.
c'est un changement dans notre vie. Et je dirais même ce sont des changements parce que ben, le décès d'un proche va venir mettre en place des changements, des réflexions, des questionnements sur notre identité, des questionnements sur nos croyances sur la vie, sur la mort, nos projets sur le futur. Et cette liste, elle est vraiment pas exhaustive. Pareil pour un déménagement, pareil pour un licenciement, pareil pour une maladie. Et en fait, il y a vraiment cette notion du moment où il y a un changement, il y a un avant et un après. Il y a la personne qu'on était avant ce changement avec nos pensées, nos croyances, nos émotions, nos projets, nos projections aussi sur le futur. Et il y a cette personne qu'on devient après avec des nouvelles réponses ou parfois avec des nouvelles questions, avec des nouveaux projets, parfois avec des projets qui s'arrêtent totalement. Je pense notamment à la perte d'un enfant ou même à la perte d'un ami, ça marche aussi, mais c'est souvent plus sensible dans le cas de la perte d'un enfant ou d'un conjoint avec qui on s'est projeté pour acheter une maison ou on a acheté cette maison justement pour avoir un enfant et cet enfant décède, que ce soit en deuil périnatal ou même sur quelques années de vie, qu'importe la raison réelle, hein. Il y a vraiment cette notion de changement et ça me permet aussi de préciser que pour moi, le deuil est souvent négatif, c'est comme ça qu'on le perçoit, hein, c'est la perte de quelque chose, mais il peut aussi être positif. Et j'ai mis encore une fois volontairement des guillemets. L'exemple que je donne souvent, et tu pourras peut-être ou non me le confirmer parce que je sais que tu es papa, je donne souvent l'exemple de la grossesse et du fait de devenir parent. Ben, c'est un deuil. Il y a un avant l'arrivée de ce petit bout de chou et il y a un après. Alors, souvent, quand on a un projet de bébé, c'est plutôt positif, c'est plutôt cool, c'est plutôt alors soit pensé, réfléchi ou attendu. Enfin, il y a un souhait, c'est pas un truc qu'on fait comme ça le lundi et qui arrive le vendredi. Non, il y a quand même toute une réflexion, une envie, des attentes et des projections. Et ce deuil, il change quand même notre vision de la vie, notre vision de nous-mêmes, notre vision des responsabilités, notre vision de la liberté. Et il m'arrive très souvent de dire, ben, quand voilà, vous étiez sans enfant et que vos potes vous appelaient à 18h en disant, bah, écoute, tu viens faire un apéro à 18h30. Bon, si tu es dispo, potentiellement, tu dis oui, tu choses des baskets et tu y vas. Si on t'appelle à 18h en disant bah, tu viens à 18h30 faire l'apéro et que tu as un petit bout depuis quelques semaines ou quelques mois, bon, ça risque d'être, je dis pas impossible, mais un petit peu plus challengeant. Tout à C'est fait. pas la même liberté. Et du coup, c'est important pour moi de préciser que tout deuil est un changement et tout changement est un deuil. Ça veut dire que même un changement qui est positif, qui est vécu avec sérénité, qui est vécu avec apaisement, ce qui peut être le cas d'une séparation, ce qui peut être le cas d'un déménagement, d'un licenciement, bon, une maladie plus rarement, mais ça pourrait être le cas aussi. Ben, en fait, il y a autant ce côté positif que négatif. Et en fait, c'est cette acceptation, on dit le processus d'adaptation à la perte, que cette perte soit matérielle, relationnelle ou situationnelle. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le considère et ça a tout à fait le droit de pas du tout résonner en vous. Tout à fait. Là, bravo en tout cas, Charlène, parce que j'ai ma caméra Oui, s'est j'allais dire, brisée. est-ce, est-ce que, est-ce que le bug est de mon côté ou pas? Non, non, c'est de mon côté et tu as continué, voilà, je suis revenu. Tu as continué de manière exemplaire. C'est moi qui devais faire attention d'être bien concentré à ce que tu disais par rapport à ça. C'est les aléas du direct, comme on dit, hein, quand C'est on est, ça. voilà, comme les grandes stars. Mais j'espère que vous avez été attentif à ce que Charlène disait parce qu'effectivement, pouvoir accepter ce qui se passe et pouvoir accepter que ça va changer. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans le principe même de la résilience. C'est la mission de ce podcast, c'est de pouvoir trouver justement des outils de résilience parce que la vie, ben, elle est jamais finalement comme on pense qu'elle va être. On peut se faire un planning à la naissance et puis se dire voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Et on sait que voilà, il y a peu de chances que ce soit exactement comme ça. Et Oh, puis on grâce s'ennuierait. Exactement, exactement. Et c'est là où tu fais bien de préciser. Alors, ça va dépendre du moment, évidemment. Quand on vient de perdre un être cher, c'est compliqué d'aller voir la partie positive. Mais c'est, comme tu le dis, à chaque fois, c'est OK d'avoir cette tristesse. Il faut pouvoir laisser le temps, hein. Et dans certaines traditions, on parle de 40 jours où l'on peut vraiment Mm. pleurer
toutes les larmes de son corps. C'est très bien, il faut le faire. Ça a un rôle physiologique, c'est un rôle émotionnel. Et après, c'est d'aller chercher quelqu'un, de ne pas rester seul. Et ça, tu parles de l'importance du lien, de Ouais, pouvoir avoir une oreille attentive, que ce soit un psychologue, que ce soit un coach en transition. Bon, renseignez-vous toujours un petit peu sur la personne, parce qu'effectivement, il faut pouvoir être bien accompagné. bien sûr. Mais dans ce que tu proposes, à juste titre, ça va résonner avec les personnes qui sont prêtes. Ça peut être un petit bout de chemin comme toi tu l'as fait avec la psychologue, C'est deux, trois ça. séances et de se dire mais en fait je vais bien. On n'est pas obligé non plus de faire son deuil pendant des années euh, parce que ce serait anormal de pouvoir passer au-delà du deuil rapidement. Mm. Et se culpabiliser parce qu'on ne ressent pas ce que éventuellement la majorité ressentent. Et c'est ce que tu as dit dans une de tes interviews ou dans ton premier épisode. Le deuil, il nous fait autant qu'on le fait. Et Oui, je trouvais ça, cette citation assez intéressante parce que oui, tu le dis très bien, chaque personne va le vivre différemment. Le tout, c'est ouais, de rester. Moi, c'est vraiment un créneau un credo qui m'est important, c'est de rester dans l'action, de ne pas rester ouais, seul face à nos questions ou de rester euh, enlisé dans ses émotions. Il y a toujours des opportunités de grandir, bien sûr. même si au moment même, on ne va pas ressentir éventuellement les effets bénéfiques. Il faut laisser un peu de temps et il y a des outils, il y a des personnes qui sont là et qui sont à l'écoute. Du coup, si tu devais, Charlène, on sort un petit peu uniquement du deuil. Tu as parlé effectivement de burn-out, de licenciement, ce sont tous des changements dans lesquels on peut voir le côté pile et le côté face. Mais si tu Ouais. devais participer à l'équation de la résilience, de manière générale et de manière plus spécifique euh, au deuil, comment est-ce que tu pourrais, quel élément pour toi serait central? Tu vois, une équation mathématique, hein, comme si la vie pouvait être mathématique et on pouvait en faire une formule, on va rêver si c'était aussi simple. Mais quel serait pour toi euh, un des éléments de cette équation qui est vraiment essentiel avec ton expérience et ton expertise? Eh ben, j'allais te demander si je pouvais revenir sur cette phrase que tu as dit. En fait, elle y répond. Donc, si tu me permets, je reviens juste sur ce que tu as dit il y a quelques instants, sur cette phrase, on fait le deuil autant que le deuil nous fait. Et pour moi, ça répond aussi en partie à la question et je vais expliquer pourquoi. On fait le deuil, ce qu'on appelle le travail de deuil. C'est-à-dire que le temps ne fait pas tout. Je peux rester là, à attendre dans mon canapé et dire, bon, bah, ok, dans X jours, ça ira mieux. Mais je reste là et je fais rien. Tu parlais justement d'être en action. Là, je suis passive et j'attends. Il va peut-être se passer des choses j'allais dire sur un malentendu, sur un bien entendu, on pourrait le dire comme ça. Peut-être qu'il va se passer des choses. Et tant mieux si c'est le cas. Mais soyons honnêtes, c'est rarement le cas. Quand on ne se met pas en chemin vers quelque chose et qu'on n'alimente pas, qu'on nourrit pas quelque chose, c'est rarement que les choses nous tombent comme Mm. ça du ciel. Enfin, c'est quand même assez connu. Je pense qu'a priori, on devrait tous être plus ou moins raccord sur ce point. Donc ça, c'est cette notion, je fais le deuil, je fais mon travail de deuil. Et le deuil me fait parce que bah, le deuil vient, comme je disais, perturber, changer, bouleverser, questionner, remettre en question. Enfin, vraiment, il peut y avoir mille et un synonymes qu'on pourrait utiliser, mais il vient questionner mon identité, ma personne, mes projets, mon quotidien, mon passé, mon présent, mon futur, mes relations, parce que parfois ça amène aussi à un tri relationnel. Qu'est-ce que je veux? En quoi, en fait, je me berce d'illusions et finalement, il y a des sujets sur lesquels je ne veux pas voir. Et donc, du coup, pourquoi je dis que c'est en lien pour moi avec cette notion de d'équation, on va dire, de la résilience. Je dirais qu'il y a deux éléments, en tout cas deux éléments qui me semblent importants. Le premier, c'est qui répond à cette phrase-là, je fais ce deuil, donc je fais le travail de deuil, c'est d'être en action, c'est d'essayer, c'est de se mettre en chemin. Et c'est par quel moyen? Ben, par un psychologue, par un C'est coach, ça. par un thérapeute, par l'art, par l'écriture, par la parole, par le théâtre, par la danse.
par ce que vous voulez, qu'importe. Et du coup, ben, comment on sait par quoi on le fait? Ben, déjà, il faut essayer. Donc ça, c'est vraiment comment je fais mon travail de deuil. Et dans l'autre sens, comment le deuil me fait? Ben, en fait, je dis parfois que la mort est un outil de connaissance de soi. Mm. Ça peut paraître assez hard dit comme ça, mais si je l'explique, je pense que vous pouvez comprendre. La mort de quelqu'un ou la mort d'un projet, la mort de quelque chose, la fin de quelque chose nous met face, et c'est comme ça que moi j'ai vécu le décès de mon père, la mort de mon père m'a mis face à ma mort à moi. Ok, pour une raison ou pour une autre, Mm. même si je suis en bonne santé, ma vie peut s'arrêter maintenant. Et j'ai pas le contrôle. Je peux pas toujours l'expliquer. J'ai pas de raison de 1 + 1 = 2. Mais c'est comme ça, c'est une réalité, elle peut s'arrêter maintenant. Et du coup, comme j'ai pas la mort de mon père me met face à ma propre mort, mais ça me met face à ma vie. Ok, je peux partir demain, jusqu'à dans 10 ans, jusqu'à dans 50 ans selon mon âge. Qu'est-ce que je fais de ce temps? Et Mm. donc, du coup, ça demande de se connaître. Qu'est-ce que je fais de ce temps selon ce que j'ai envie, selon ce que j'ai besoin, selon qui je suis, selon comment je me projette dans la vie, selon mes relations. Et encore une fois, cette liste, elle est vraiment pas exhaustive. Donc, du coup, pour moi, il y a un peu vraiment ces deux notions. La notion de connaissance de soi, C'est où ça. justement, si je me connais, ben, je peux connaître aussi des ressources. Je peux aller en chercher dans le passé. Parfois, on sous-estime aussi ce passé avec des petites galères qu'on a pu avoir. Et en Mhm. fait, on a mis des trucs intuitivement en place. Et quand il nous arrive des difficultés plus grandes, ben ouais, mais non, c'est pas suffisant, ou c'est pas assez, ou c'est pas grave, ou je vais laisser le temps faire les choses. Ben ouais, mais pourquoi? Ben, elles sont là. Pourquoi on pourrait pas les réactiver et les réutiliser? Il y a vraiment cette notion de connaissance de soi et d'être en mouvement, en action, que ce soit par le physique, vraiment cette notion de mouvement physique, ou que ce soit tout simplement en mouvement, en chemin vers cette guérison et un pas à la fois. Et un pas, il peut être tout petit, il peut mesurer quelques centimètres, il peut être vraiment un peu comme les enfants, là, comme quand on met un pied juste après l'autre tout collé. C'est des petits pas, mais c'est comme ça aussi qu'on avance. En tout cas, c'est ma philosophie. Tout à fait. Et là, tu viens de nous donner énormément de points importants, Charlène. C'est vraiment, je suis très heureux d'avoir cette conversation avec toi. Tu l'as dit tout à l'heure lorsque tu étais avec cette dernière séance avec la psychologue. Est-ce que vous pouvez me ramener mon papa? Non. Donc là, on est, et c'est la même chose pour d'autres situations. On est licencié. Est-ce qu'on peut revenir dans la boîte et dire, vous pouvez pas me le rendre? Non. Donc là, le fait est là. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Et ça, c'est vraiment Exact. important ce que tu as dit, c'est passer dans l'action. Et je trouve ça encore plus intéressant. Enfin, encore plus, il n'y a pas de valeur d'échelle de valeur, mais d'aller rechercher ces ressources, comme tu l'as dit, comme si notre vie nous avait préparé à cela. Et Ouais. je ne pense pas au hasard. Maintenant, je ne pense pas que tout soit déterminé non plus. Je pense que c'est un mélange entre les deux. On a acquis toute une série de choses et c'est pour ça que je voulais revenir sur ton enfance, savoir qui tu étais, si tu avais vécu des dizaines de deuils qui t'avaient préparé à tout cela. Non, Mm. c'est simplement ton énergie, ta joie de vivre qui a fait que tu t'es découverte dans un van pendant 1 an et quand tu as appris le départ de ton papa, quelque part inconsciemment, tu savais qu'il ne ferait pas de vieux os, comme on dit. Donc, quelque part, ton inconscient s'était un peu préparé, mais il y avait toute une série de choses qui t'ont permis d'avoir les ressources qu'aujourd'hui, Mm. tu peux vraiment partager avec ceux qui peut-être n'ont pas eu ces ressources ou n'ont pas cette force de vie euh, que tu as et qui est très agréable à écouter et que tu peux justement partager grâce à cette force du lien, grâce à l'écoute, grâce à ton expertise et ton expérience. En tout cas, ça rajoute effectivement des éléments dans cette équation de Ouais. la résilience et j'espère que ceux qui nous écoutent pourront justement euh, être inspirés par ton histoire et pouvoir se dire, tiens, mais oui, là, je me sens un peu bloqué. Charlène, David en ont parlé, ils montrent ils ont passé cette étape. Allez, on va se remettre en action et on va essayer de trouver, comme tu Mm. l'as dit, à travers le sport. Si ce n'est que ça, de se dire, OK, là, je sens de la tristesse, je suis vraiment pas bien, je vais me remettre à bouger. Il y a le titre d'un livre que je cite systématiquement, même si je n'ai pas encore lu le livre, mais je trouve cette personne euh, extraordinaire dans le titre qu'elle a donné à son livre, c'est La dépression n'aime pas les cibles qui bougent. Je Mm. trouve que tout est dit.
Effectivement, Ouais, si on ne sait pas quoi faire, parce qu'on n'a pas l'énergie mentale d'aller faire face à toutes ces émotions, eh bien, reprendre l'activité sportive, et après, mm, ça va se mettre en place, et peut-être là, on aura plus d'énergie pour pouvoir faire face justement à ces émotions. ouais. Donc, un tout grand merci, Charlène, pour cette part de l'équation. Merci à toi. Et du coup, si tu pouvais donner quelques conseils, alors je dirais dans un premier temps, à la personne qui vit un deuil aujourd'hui, ben, tu l'as dit, c'est d'être dans l'action, c'est d'aller voir un petit peu dans son expérience, dans ses ressources, dans les petits détails, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait initier un nouveau mouvement. Mais si tu devais parler à quelqu'un qui est à côté de la personne en deuil, tu vois, c'est cette, À un euh, proche. à un proche, je trouve que là, moi, je l'ai vécu. J'ai senti qu'il y a des gens qui se sont éloignés uniquement parce que ils savaient pas comment réagir. Ouais, Ou c'est alors ça. une autre catégorie de personnes qui ont réagi sans réfléchir et qui ont fait plus de tort que de bien, en ayant une parole maladroite. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à la personne qui aimerait soutenir un ami ou un proche qui vit un deuil, mais qui n'ose pas parce qu'il est un peu maladroit? Ouais. Merci, c'est important d'aborder ce point-là, je trouve. En fait, ce que je dis souvent, je donne souvent deux questionnements qui peuvent être assez ressources et qu'on peut garder facilement en tête. Comme je dis souvent, les grands mots, les grandes théories, c'est bien. Il y a des personnes qui font ça très bien. C'est pas ce qui, moi, me parle. Moi, je veux un truc qui va me marquer et qui va. Ok, ah ouais, c'est vrai, on m'a dit ça. Tiens, c'est une phrase toute simple. Je peux la garder en tête. Pour moi, l'une des phrases. Non, je vais d'abord commencer par la posture, ce sera plus juste. Sur cette notion de posture, tu disais, il y a parfois des personnes qui ont fait plus de tort. Mais la plupart du temps, en fait, elle voulait bien faire, Bien souvent. sûr, Mais c'est juste que, comme c'est des sujets tabous, comme on n'en parle pas, comme c'est tellement touchy qu'on ne sait pas par quel bout prendre le truc, qu'on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je lui demande si ça va. Non, je lui demande pas, parce que du coup, ça va le replonger dans sa tristesse. Ok, bah, je vais lui proposer d'aller au resto. Ouais, mais si je lui propose d'aller au resto, il va croire que du coup, je m'en fiche. Et en fait, on ne sait plus. Et parfois, à force de pas savoir, bah, en fait, on se distance des choses. Dites ce que vous avez sur le cœur, en fait. Dites si, en tant que proche, vous vous sentez pas capable d'accompagner cette personne. Dites-le tout simplement, en fait. Écoute, mon frère, ma soeur, mon ami, qu'importe, je me sens pas capable. Je sais pas quoi faire pour t'aider. J'aimerais beaucoup t'aider, mais qu'est-ce que je peux faire? De quoi tu as besoin? Et en fait, c'est juste d'être honnête et de dire les choses qu'on ressent telles qu'on les ressent. Peut-être que le deuil que la personne traverse fait écho à des deuils dont vous n'avez pas envie de parler, parfait. à des choses en vous qui sont profondes et qui sont peut-être même pas guéries et cicatrisées. Ben, dites-le en fait, dites-le à cette personne. Voilà, peut-être que tu sais pas tout, peut-être que tu sais ce qui est arrivé dans mon passé. C'est trop lourd pour moi. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je veux pas être présent, c'est que vraiment c'est difficile pour moi d'être présent. Ça peut être sur des notions d'impuissance. En réalité, je pourrais donner plein d'exemples, mais juste dites ce que vous avez sur le cœur et au moins l'autre personne, la personne qui est en deuil, elle comprend. Enfin, je veux dire, on n'est pas bête. Si quelqu'un vient me voir en me disant, écoute, je me sens pas de te soutenir, bah en fait, j'ai juste envie de lui dire merci. Mm. Merci d'avoir été honnête. Merci de me montrer que tu as envie, mais tu ne peux pas ou tu ne C'est te ça. sens pas capable. Et c'est vachement important parce que ça renforce d'autant plus la solidarité, ça renforce d'autant plus l'amour. Et peut-être que vous pouvez dire, bah, écoute, je me sens pas être cette personne qui fait la présence silencieuse ou qui fait l'épaule attentive ou celle qui écoute, mais écoute, si tu as envie d'aller marcher, d'aller faire du sport, si tu as envie d'aller au resto, si tu veux qu'on aille se faire un week-end, là, je serais ravie d'être là. Je peux être cette personne-là. Mm. Je peux être cette personne qui, je sais pas, va t'apporter des plats parce que ben, tu as peut-être plus goût à faire la cuisine. Ou je peux être cette personne avec qui, bah tiens, tu veux pas qu'on se relance dans une nouvelle activité ensemble? Mais en fait, ça, si c'est dit avant, ben pour la personne, ça montre que vous la prenez en considération et en Ça. fait, vous êtes authentique. Vous mettez pas un masque de OK, je sais faire et finalement, bah non, ça me terrorise à C'est l'intérieur. ça. Vous êtes juste honnête sur ce que vous êtes et sur ce que ça vous fait ressentir. Et je trouve que du coup, ça crée d'autant plus d'amour et de lien. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier point de repère qui est plus de l'ordre d'une posture, Mhm. d'une posture dans la relation. Et le deuxième, en fait, qui va avec, c'est vraiment demander à la personne de quoi elle a besoin.
parce que chaque personne est différente, chaque deuil est unique et que chaque moment du deuil est unique et qu'à un certain moment, les personnes vont peut-être plus avoir envie d'en parler, de parler de ce proche qui est parti, de parler de cette difficulté qu'elles traversent, de parler de cette séparation auquel elles ne s'attendaient pas. Elles avaient tout misé, toute leur vie future là-dessus et là, paf, d'un coup, il y a tout qui... Et elles sont comme ça et elles savent plus comment elles s'appellent, qui elles sont et tout est remis en question. Et elles ont juste une envie, c'est de rester chez elles, fermer les volets et mater Netflix. Et encore. Ben, en fait, c'est d'écouter ces choses-là. Et après, parfois, certains besoins, ça va être de sortir, d'aller au resto et d'être à l'écoute, de demander. Et en même temps, parfois, c'est difficile quand vous demandez ça à la personne en deuil. Ben là, c'est d'être ouvert, ouverte, de l'aider, d'accueillir et de dire, tu sais, si peut-être tu sais pas aujourd'hui ce dont tu as besoin, c'est pas grave. Tiens, puis questionner, est-ce que tu aurais besoin de ça? Si je reprends les exemples d'avant, est-ce que tu aurais besoin que je te fasse des plats? C'est ça. Est-ce que tu aurais besoin qu'on parle de la personne? Est-ce que tu aurais besoin qu'on aille peut-être au cimetière? Est-ce que tu aurais besoin qu'on aille dans ce parc où, je sais pas, vous vous êtes rencontrés? Mais encore une fois, la liste, elle n'est pas exhaustive et ça dépend vraiment de la relation. Mais ces deux points semblent pour moi assez simples à retenir et à intégrer au quotidien, qu'importe qui l'on est, en fait, finalement, par rapport à cette personne en deuil. Tout à fait, parce que tu le précises vraiment bien, c'est mon faire ressentir à la personne avec sa maladresse, avec son cœur, qu'on est là. De, de, C'est ça. de, qu'on est là, quelle que soit la version. Et c'est simple. Je trouve que l'idée de faire à manger à la personne, je trouve que c'est quelque chose qui, à la fois, est très puissant parce que on dit, par là, on va dire à la personne, je suis là, je m'inquiète pour toi, Ouais. mais peut-être que je ne me sens pas à l'aise par rapport au fait d'en parler, comme tu l'as dit, mais je suis là. Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul, et je peux t'aider. Et un deuxième élément dans ta réponse qui était justement ma question suivante, c'est le moment. Parce qu'on peut avoir cette énergie très particulière juste après un deuil, où là, il y aura Oui. probablement du monde. Oui. Mais là où probablement ça peut vraiment faire la différence aussi, c'est 3, 4 mois après. Ouais. Revenir vers la personne, pas spécialement dire alors, comment ça va, tu le vis bien? Non, c'est te dire, comme tu l'as très très bien dit, avec beaucoup de délicatesse, voilà, je suis là. Si besoin, est-ce que tu as besoin de prendre les enfants pendant un week-end Exactement. et voilà. Même pas pour revenir sur l'événement, mais de dire à la personne, voilà, je suis là, je fais partie de ton entourage et si tu as besoin, n'hésite pas. Parce qu'on ne va pas oser spécialement le Ouais. faire. Je parle d'expérience et c'est vrai que on va pas spécialement, quand ça va pas, prendre le téléphone et commencer à faire tout l'agenda en disant, allez, qui est-ce qui pourrait m'aider? Il faut vraiment être Mm. très proche d'une personne pour pouvoir le faire. Donc, Oui. je trouve que cet élément de la personne qui est endeuillée, ben, ton podcast, et on va en parler dans un instant, est vraiment important. Je ne sais pas si c'est une thématique que tu as déjà abordée, ce soutien de l'endeuillé quand on le vit, pas, je vais reformuler ce que je viens de dire, non pas quand soi-même on vit un deuil, mais quand on a dans son entourage quelqu'un qui vit un deuil, parfois justement avoir des informations ou des conseils, des Des stratégies comme tu viens de le ressources. faire, des ressources, voilà. C'est vraiment important. Tu as déjà abordé cette thématique dans... Je ne l'ai pas abordé spécifiquement dans un épisode, mais ça répond en tout cas à ce que les personnes en deuil elles-mêmes répondent très souvent, c'est cette notion C'est ça, de soutien, de lien, de groupe, de communauté, qu'elle soit religieuse, spirituelle, familiale, professionnelle, amicale, groupe de parole. Enfin, encore une fois, la liste, elle n'est pas exhaustive, mais ça montre que chacun est différent et trouver juste, essayer et trouver ce qui vous va. Et cette notion justement du lien, elle est vraiment capitale, c'est ça. vraiment pour moi. Et surtout dans le temps, comme tu le disais, on est là, bien sûr qu'on est là les premiers jours, bien sûr qu'on est là quand on est proche à la cérémonie. Mais on oublie parfois les premières fois, les premières vacances, les premiers anniversaires, les C'est ça. premières fêtes des pères, fêtes des mères, fêtes des grands-pères, fêtes des grands-mères, les premiers Noël, par exemple, ou alors les premiers dates d'anniversaire de décès. Et ça peut être des petites pensées qui sont simples, des petites attentions
qui sont simples, mais qui font toute la différence, en fait, pour la personne qui le reçoit, parce que ça montre que en fait, ce qui est parfois difficile, enfin, parfois très souvent même difficile pour les personnes endeuillées elles-mêmes, c'est que elles ont comment dire, cette notion où le monde reprend. Pour moi, quand je vis un deuil, tout mon monde s'est arrêté. Il y a Mm. tout qui se met en pause, voire je suis au ralenti, voire même j'ai l'impression d'avoir fait machine arrière. Mais le monde continue à aller au travail, la politique continue, la société continue. Et c'est une telle rapidité que mais pourquoi? Pourquoi eux, ils continuent de vivre? Pourquoi eux, ils vont bien? Mm. Pourquoi ils continuent de sourire? Pourquoi ils continuent de s'amuser? Même si c'est parfois contre des proches, il y a aucune malveillance, c'est juste que c'est des pensées qui nous viennent automatiquement, tellement on n'est pas préparé à ce genre de choses et tellement, en fait, on ne conscientise pas. Et donc, du coup, ce lien dans ces moments-là, Mm. il est vraiment, vraiment important aussi dans le temps. Euh, et justement, par des petites choses. Alors, si vous êtes proche de cette personne, vous pouvez lui demander est-ce que tu as envie d'en parler. Vous pouvez envoyer un petit message, ben écoute, je pense à un tel aujourd'hui. Je sais que c'était son anniversaire. Et d'avoir des petits mots, en fait, comme ça, quand vous êtes proche, c'est parfois plus simple à faire parce que vous savez si la personne a envie et besoin de recevoir ce type de message, si vous en avez parlé avec elle, ou vous savez si ben, pour elle, au contraire, elle a peut-être besoin de moins en parler. Et encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvaise Mm. façon de faire. Mais pour ça, ben, c'est cet échange, c'est ce soutien, c'est cette communication aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment important et justement, on va à ce moment de l'interview basculer sur ton podcast à toi qui s'appelle Oli et Thanato, que tu as lancé maintenant depuis Avril 2023, mars 2023. Avril ou mars mars? 2020. Avril. Avril, avril, au moment du Voilà, printemps. Non, donc mars, je dis des mars. bêtises, au moment du printemps, mars 2023, pardon. Et qui Le permet temps passe trop justement. vite. Oui, effectivement. Et qui permet justement d'avoir des ressources, parce que comme tu le dis, ça reste tabou. Quand on étudie le sujet, évidemment, on essaie de retrouver un maximum de ressources, mais avoir un podcast qui permet d'en parler, d'avoir des témoignages, je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé personnellement, pas spécialement sur le deuil parce qu'il n'y a pas grand-chose. En tout cas, j'ai pas trouvé à ce moment-là, j'ai peut-être pas cherché non plus, mais à force d'en parler, à force de permettre à tout un chacun de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir le vivre, je dirais, à son rythme, c'est important. Et donc, depuis mars 2023, c'est une fois tous les 15 jours et tu invites différentes personnes, de pouvoir parler et d'échanger sur des thématiques toujours liées en deuil, au deuil, mais pas spécialement sur le deuil d'un être cher, c'est vraiment très large. Hein. Ouais, exactement. À la base, je suis partie sur un tous les 15 jours de avril à septembre. Et en fait, je m'attendais pas à un tel engouement. Je dis souvent, c'est ma petite asso à moi, pas déclarée, parce que bah voilà, c'est du temps qui est bénévole et je le fais vraiment avec le cœur et j'aime ça et j'adore les rencontres que je fais grâce à cet intermédiaire. Sauf qu'en fait, ça a eu ouais, on va dire un tel engouement tout en restant humble. Mais en fait, j'avais plein d'enregistrements. Je me suis dit, mais si je fais un tous les 15 jours, il y a des épisodes que je vais publier dans 2 ans, ça n'aura plus C'est de ça. sens. Donc, depuis septembre 2023, je suis passée à un épisode par semaine et c'est très juste, oui, comme tu le dis, en fait, j'essaye d'alterner deux types de partage. Je le dis souvent comme ça en disant l'objectif de ce podcast, donc, bah, c'est déjà le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Ça, c'est important. Et la deuxième, c'est cette notion de passer de la théorie à la pratique. C'est d'avoir les deux, en fait. Et donc, comment je fais ça? Bah, je me suis dit, OK, la théorie, ça va être des experts ou des expertes. Des experts ou des expertes du funéraire, de l'accompagnement, de la santé mentale, de la philosophie, du dev perso. En fait, qu'importe, mais un expert qui décide de passer au micro avec moi et de partager une conversation sur un sujet particulier, sur sa discipline, sur une façon de voir le deuil, sur un deuil spécifique, le deuil par exemple professionnel ou alors un deuil plus personnel, le décès d'un proche, un deuil périnatal. Encore une fois, ça peut être assez vaste, comme je pense que j'ai pu le montrer depuis tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment plus le côté théorique même si souvent j'essaye d'amener un peu de pratique et
comment on actionne ça C'est pour ça. répondre justement à cette notion de mouvement et comment on reste en chemin. Mais bah, cette théorie, on le sait tous, hein, la théorie, c'est bien beau. Mais quand on met en pratique, on retrouve rarement la théorie, hein. Il y a des trucs où on se dit, tiens, c'était bien marqué, c'était tout beau, tout carré, comme quand on était à la fac, là, nos petits tirés, petit 1, petit 2, petit 3. Sauf qu'en fait, dans la réalité, ça se passe C'est pas pas ça. comme ça. Et je trouvais ça important d'avoir des témoignages de citoyens et citoyennes qui ont vécu des deuils, encore une fois, tout type de deuil, le décès d'une maman, le décès d'un enfant pendant la grossesse, le décès d'un enfant après. Je pense notamment à des partages qui arrivent avec un accident dans une maison où la maison a eu un incendie et le petit est resté dedans. Mais aussi un papa qui est décédé comme ça du jour au lendemain d'un AVC. Mais ça peut être aussi des personnes qui ont perdu une relation, qui ont perdu un travail. Enfin, c'est encore une fois assez vaste. Et comment ils ou elles l'ont vécu? Qu'est-ce que ça leur a appris sur la vie? Parce que justement, comme je dis toujours, c'est les deux faces d'une seule et même pièce. C'est ça. Donc, comment la mort ou la finitude leur a appris sur la vie? Comment ça les a rendus plus vivants? Quelles ressources ils avaient déjà de par le passé et qu'ils ont actionnées? Quelles ressources ils ont découvert? Comment ils ont appris à se connaître à travers cette épreuve? Et il y a juste un exemple que je peux donner, et c'est pour ça que je dis que c'est un podcast inspirant. Bien sûr que les histoires, elles sont difficiles. Je ne vais pas dire le contraire, ce serait vraiment mentir. Oui, bien sûr que vous auriez peut-être envie d'avoir votre paquet de mouchoirs à côté parce que quand on entend certains témoignages, vous restez Mm. un peu accroché. Mais en fait, c'est jamais glauque ou horrible ou triste. Ça montre à quel point les personnes ont réussi à se reconstruire. Et là, je pense notamment au témoignage de Lucie, qui a été amputée des quatre membres et qui, dans l'épisode, dit clairement, si c'était à refaire, je le referais. Et elle s'est fait amputer des quatre membres suite à un paludisme sévère. Et je trouve que quand on entend ça, c'est-à-dire que si elle avait la possibilité de retrouver ses quatre membres, elle préférerait revivre ce qu'elle a vécu tellement ça lui a appris malgré ce qu'elle a perdu. Bah, c'est là où on peut voir que malgré la perte, dans le deuil, il y a aussi une renaissance. On est autrement, on renaît autrement. Oui, il y a des choses qu'on a perdues, oui, il y a des choses qui sont difficiles, mais c'est aussi un peu parfois comme ça que je le dis, c'est ce cadeau mal emballé. Oui, de l'extérieur, un deuil, c'est de la souffrance, c'est pas agréable, c'est de la tristesse, de la culpabilité, de la honte et toute une palette d'émotions plus négatives. Mais quand on chemine, bah, en fait, il y a plein d'apprentissages, il y a plein de sens, il y a plein de petits cadeaux. Et vos cadeaux, c'est C'est important, ça. vos cadeaux, plus ou moins grands, plus ou moins petits. Et ça n'enlève pas la tristesse, ça n'enlève pas le manque, ça manque pas de respect à la personne qui est partie. Au contraire, ça transforme le lien. Et je trouve, et là, j'enlève juste un instant ma casquette de pro et c'est plus un regard perso, mais en fait, ça permet de rendre hommage aussi à la personne et à la relation qu'on a eue et qui on est devenu grâce à cette personne ou qui cette personne est devenue grâce à nous, grâce à notre relation. Tout à fait. Tu fais bien de le préciser parce que parfois, les gens vont minimiser ce qu'ils vivent, dire oui, mais moi, j'ai pas vécu autant, je devrais m'en relever beaucoup plus facilement parce que cette personne regarde ce qu'elle a vécu, elle arrive à le faire, moi pas. Mais il y a rien à comparer. Et c'est ça qui doit être très inspirant parce que j'ai entendu le témoignage de Lucie. C'est vraiment très marquant, même si j'ai vécu des événements intenses, j'aurais tendance à dire oui, mais moi, j'ai pas vécu ça. Mais je pense que Mm. on vit ce qu'on a à vivre et Exactement. le seul, je dirais, entre guillemets, devoir que l'on a, c'est de respecter le fait d'être en vie, que ce soit par rapport à la personne qui est partie, comme tu l'as dit, d'honorer et de chérir ce qu'on a vécu ensemble, quelle que soit la durée. Et puis quand c'est pas suite à la perte d'un proche, mais comme Lucie, d'un corps d'avant, de se dire, ben, si je suis là, c'est qu'il y a une raison, qu'est-ce que je peux faire pour grandir, pour honorer cet événement ou cette expérience. Et ça, c'est extraordinaire. Comme, ça, ce sont Ouais. des témoignages qui doivent donner de l'espoir vraiment à tous ceux qui Ouais, entendent, qui se disent, allez, si en plus c'est ça. j'entends En fait, ce vas-y, vas-y. témoignage, il y a un sens, c'est que ça doit me nourrir. C'est ça. Ça montre que le deuil, c'est pas une fin en soi, Mm. c'est vraiment un processus.
Et dans ce processus, il y a toute cette déconstruction, toute cette part de dépression, de tristesse, de culpabilité. Et souvent, on peut le représenter sous la forme d'un U. Justement, quand on est en haut, l'événement arrive et c'est le déni, la colère, le marchandage, le choc, la tristesse, toute la part plus négative où on descend, on plonge en soi. Et il faut plonger là-dedans. Sinon, on reste dans le déni et du coup, bah, c'est là où on peut aller vers des deuils parfois plus compliqués. Mais quand on plonge, ben, en fait, on ne plonge pas à l'infini. Il y a un moment où on remonte dans cette courbe du U. Et quand on remonte, en fait, dans cette courbe du U, c'est bien le deuil et le processus. Et dans ce deuil, la finalité, si je devrais dire qu'il y a une finalité, parce que pour moi, le deuil ne se termine pas réellement, mais si je parle de finalité avec des guillemets, c'est cette notion de reconstruction. Qu'importe comment vous vous reconstruisez, qu'importe si de ce deuil vous en faites quelque chose ou juste vous en êtes quelque chose, vous en faites quelque chose intérieurement sans en Mhm. parler à quiconque, mais votre reconstruction. Exactement, exactement. Ben écoute, Charlène, un tout grand merci pour ce partage à la fois personnel et professionnel. On peut te retrouver sur oliatma.fr et j'ai vu que tu avais d'ailleurs un journal de résilience qui me paraît être vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en avant. Et je n'en dirai pas plus, mais allez voir un petit peu ce qui se passe sur oliatma.fr. On peut également te suivre sur les réseaux, en particulier sur Instagram, sur Oliatma. Je mettrai toutes les références en descriptif de cet épisode. Et puis ton podcast qui effectivement permet à chacun et à chacune, selon les thématiques, de pouvoir augmenter un peu les ressources, l'inspiration, les actions, puisque tu l'as dit, tu alternes à chaque fois des experts qui vont donner un peu plus de théorie et des témoignages. Et donc, tu te définis comme coach en transition, coach de deuil. Ouais, ou facilitatrice des transitions de vie. En fait, à la base, Ouais, j'utilisais le terme coach. Et comme il y a des coachs de tout maintenant, exactement. mais ce mot ne résonne plus tant que ça. En fait, ce que j'aime dans l'approche de coaching, c'est cette dynamique d'action, de mouvement, d'objectif, de où on va, de destination. Mais du coup, oui, je suis un peu irritée parfois par ce terme. Donc, facilitatrice, Je comprends. accompagnante, en fait, c'est réellement ça, c'est marcher à vos côtés vers une destination. Et cette destination, ben, c'est la vôtre, c'est votre construction, c'est le haut du U pour reprendre différents termes que j'ai pu employer. C'est le haut du U. C'est excellent Ah oui, c'est vrai, j'avais pas fait le... Oui, parce que comme ça, c'est le haut du U et comme ça, on fait une boucle et on peut continuer. Un tout grand merci, exactement. Charlène. Voilà, j'étais vraiment très heureux, malgré les problèmes techniques. Vous avez pu voir que aussi bien Charlène que moi, on a continué, malgré le fait qu'on frise de temps en temps, mais ça, c'est ce qui arrive. Je pense que le contenu audio était d'autant plus important. C'est pas l'image qui fera la différence sur cet épisode. Mais merci à toi, Charlène. Je vous donne rendez-vous pour l'interview de Charlène ou de mon interview, je sais plus comment on dit, l'interview de qui, de quoi, mais on pourra C'est se ça. En fait, c'est retrouver. moi qui vous donne rendez-vous dans le podcast prochainement pour un épisode avec David. Et vraiment, un grand merci à toi. C'était super chouette de pouvoir bah, avoir cet échange avec toi en toute simplicité, en toute vulnérabilité aussi. Et pour moi, la vulnérabilité, c'est ce qui nous rend humains et humaines. Et je pense que c'est important de finir là-dessus aussi. C'est très important. Donc à toutes et à tous, surtout prenez soin de vous. Rendez-vous dans notre prochain épisode sur cette chaîne, ou en tout cas ce podcast In Shape to Grow, et sur le podcast Oli et Thanato de Charlène. On vous salue et à très bientôt. À bientôt. Merci.